Bonsoir à tous. Et bonsoir et tout d'abord des excuses. On a commencé la saison 2022-2023 avec quelques problèmes techniques et on la termine en les évitant. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être live ce soir. Donc on capte pour pouvoir que vous puissiez nous regarder en replay. Généralement, je fais toujours une blague sur le fait que vous nous regardez peut-être en replay. Je sais que vous nous regardez en replay ce soir. Donc merci d'être là. Ça nous fait plaisir. C'est le dernier Product Advance de la saison. On voulait un peu spécial, donc effectivement il est dans un lieu un peu spécial, ce qui explique les conditions techniques, mais je vous promets que ça va être cool. Un petit rappel sur les Product Advance. On est tous dans le Product Management et on se pose plein de questions, mais genre plein de questions. Des questions liées à des problématiques qu'on rencontre dans notre quotidien et qui sont parfois abordées de manière théorique, mais la théorie ne suffit pas forcément. Des questions sur l'évolution de notre métier. Et je pense qu'il y a eu des choses ces derniers temps dans la conférence Figma, la keynote Figma, qui ont largement alimenté ces questions-là. Donc des questions sur ça. Et puis aussi des questions sur des méthodos et sur comment on pourrait effectivement continuer à s'améliorer en continu. Et finalement, les Product Events, c'est une réponse à ça. C'est de se dire, OK, toute cette curiosité, pour pouvoir y répondre, et ben finalement, on pourra en discuter avec nos pairs. On pourra en discuter avec les gens qui sont là ce soir, par exemple. On prétend pas détenir la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, notre position est plutôt humble. Tout ce qu'on va se dire ce soir, ça n'engage que nous. Et c'est déjà beaucoup, en fait. On assume nos opinions. Mais si ça vous permet de prendre de la hauteur, prendre du recul sur, sur la problématique qu'on va aborder ce soir, eh bien écoutez, c'est à ça que ça servait. Et c'est vraiment cool. Moi, je suis Florian, donc je vais animer. Comme toujours, je parle beaucoup trop. Donc je vais laisser nos invités se présenter. Je sais pas, Victor, Jonathan, qui veut commencer? Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous, du coup Jonathan, je suis Product Manager, j'ai été pendant 4 ans PM chez Pepernest et depuis 2 ans maintenant je suis indépendant où du coup je bosse avec des boîtes en consultant ou sur mes propres projets dont pas mal sont liés à l'IA et dont un a plutôt bien marché et qui permet de créer des posts LinkedIn. Peut-être comme ça que Exactement. ça va parler et voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Et du coup Victor, enchanté, moi je suis Product Manager chez L'Oréal. Je partage beaucoup sur le sujet du Product Management depuis 1 an et demi, parce que c'est un sujet qui est passionnant, que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on a besoin d'en parler, de partager des choses et convictions pour faire progresser un peu l'écosystème. Et j'ai un peu la conviction que c'est la même chose sur les sujets comme la Generative AI. Donc merci pour l'invitation ce soir, Attaque. Merci pour l'orga parce que c'est un super lieu. C'est vraiment incroyable. Donc top, hyper content d'être là. Franchement, merci à tous les deux d'être là. Et moi, ça me fait super plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. 30 novembre 2022. 30 novembre 2022, c'est le moment où notre monde réel rattrape la littérature et le cinéma de science-fiction, le cinéma d'anticipation. C'est le moment où HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace ou Skynet de Terminator ont accueilli un petit frère, une IA qui s'appelle ChatGPT. Alors on espère qu'il sera moins belliqueux. Mais effectivement, tout à coup, c'est le moment où l'IA générative, et ça on va revenir dessus, rentre pleinement dans notre quotidien. C'est le moment où on voit que progressivement, les produits qu'on utilise tous les jours commencent à y greffer une expérience IA générative. On voit effectivement apparaître un nouveau métier, prompt engineer, qui effectivement fait parler de lui. On voit aussi les premières applications. Mais entre les 40 tips en tant que product manager pour ne plus jamais avoir besoin de bosser ou les fake bandes-annonces de films à la manière de Wes Anderson, pour l'instant, on pourrait se poser des questions sur le niveau de pertinence des applications qu'on a, et c'est peut-être ça qui nous intéresse. Mais en parallèle, et là on n'est plus du tout en novembre 2022, mais en avril 2023, il y a Forbes qui sort cet article avec ce titre. Non, l'IA ne va pas vous remplacer, mais quelqu'un qui sait l'utiliser va sans doute le faire. Et tout à coup, on se pose des questions sur notre job, et on se demande ce qui va se passer. Peut-être qu'effectivement, désormais, est-ce que on devra, en tant que product manager, être capable de manipuler l'IA générative dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce qu'on va devoir se former au prompt engineering? Est-ce que ça va être une responsabilité qui va incomber à quelqu'un d'autre dans les organisations produits dans lesquelles on travaille? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Forcément, si on appréhende ce sujet-là, chaque médaille a son revers. On va s'interroger aussi sur les questions éthiques. Qu'est-ce qui se passe avec les données qu'on utilise, que l'on fournit à l'IA, comment effectivement
les organisations, les très grandes organisations, je pense aux grands comptes, sont prêts à réellement intégrer ces solutions et permettre à leurs collaborateurs de les utiliser au quotidien. C'est vraiment tout ça qui va nous animer ce soir. Ouais, peut-être que notre futur, c'est Terminator. Hein. Peut-être que, mais peut-être que c'est autre chose. Et on va commencer à en parler. Alors, forcément, je pense qu'il faut qu'on s'aligne tous. Et c'est important. J'ai parlé d'IA générative versus IA telle qu'on l'entendait encore il y a quelques mois. Je veux bien, sans rentrer dans tous les détails techniques, parce que ce n'est pas notre métier, mais peut-être que, Victor, Jonathan, vous racontiez votre perception de ce que c'est que l'IA générative et peut-être le changement de paradigme que vous identifiez dans ce qu'elle apporte, sans parler de product manager, mais ce qu'elle apporte déjà dans la vie de n'importe qui. Ce qui va être intéressant, c'est de remettre un petit peu en perspective historique, avec du coup un peu déjà le fait de rappeler que l'intelligence artificielle, donc ce qu'on va appeler globalement utiliser des algorithmes de machine learning, des algorithmes statistiques avancés pour identifier des patterns dans les datas, des choses récurrentes et ensuite l'appliquer sur de nouvelles données. Ça, c'est un truc technologique, un outil technologique et depuis toujours, quand on a des nouveaux outils technologiques, ça fait peur. Ça soulève des craintes profondes en nous. Et donc voilà, le jour où on a inventé les moissonneuses-batteuses, je suis sûr que les gens qui faisaient les moissons à la main, ils ont eu peur de se faire remplacer. Et évidemment qu'ils se sont fait probablement un peu remplacer par ça. Mais donc derrière un peu tout ce qu'on entend aujourd'hui, il y a quelque chose de très naturel qui est courant et qui est juste comment l'humain réagit au changement et notamment au changement amené par la technologie. Je pense que en revanche, là où on a quand même passé un cap avec l'IA, c'est que l'IA, c'est pareil, ça fait plusieurs décennies qu'on a eu en fait des différentes phases. On a parlé justement des hivers de l'IA où, en fait, après avoir fait les grosses avancées, des meilleures performances, en fait, ces performances, elles ont un peu baissé, ou en tout cas, il y a eu une sorte d'attente du public qui n'ont pas été rencontrées. Donc, on a eu un peu cette espèce de sinusoïde, de courbe avec des hauts et des bas depuis plusieurs décennies, depuis les années 50-60. Et donc, en fait, là, on est aussi dans une phase où il y avait un bas avant et on est dans un très très haut. Ce qui change un petit peu dans ce très très haut, ce qui change un petit peu du coup par rapport à ces alternances qu'on a eues avant dans l'IA, ce qui change par rapport aux idées un peu technologiques qu'on a eues, ces révolutions technologiques qu'on a eues auparavant, je pense que c'est deux choses. La première, c'est l'accessibilité au grand public, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est utilisable par vraiment tout le monde, c'est très très simple. Il y a un peu cette simplicité du Google à l'ancienne où en fait on avait juste besoin de taper un truc et on avait une réponse. Et ça, c'est vraiment impressionnant d'un point de vue technique et d'un point de vue UX. Et je pense que le deuxième, c'est que là, on n'est pas juste sur une technologie comme une autre. On est vraiment sur un truc où il y a ce fantasme de, en fait, je vais me faire remplacer par quelqu'un d'autre. Et la performance, la réussite d'un truc comme ChatGPT est telle que ça rend ça très, très réaliste. Là où en fait les chatbots à l'ancienne, vous en avez tous vu comme moi, en fait c'était des réponses un peu toujours les mêmes, et donc il y avait quand même une performance un peu plafond qu'on n'arrivait pas à dépasser, et là en fait on l'a un peu dépassé, ce qui fait que ça rend ça très réaliste et donc un peu plus flippant. Ouais, j'aimerais juste rajouter un truc sur le fait que, comme tu dis, on est dans un haut, mais il y a aussi un truc important, c'est que par rapport à d'autres IA qu'on a pu voir dans le passé, là on est face à quelque chose qui est assez universel au sens où elle n'a pas été conçue dans un objectif précis, mais elle peut servir à plein de choses. Et en fait, contrairement à avant, c'est pas forcément le concepteur qui décide à quoi ça va être utilisé, donc par exemple de la traduction ou des itinéraires, mais là c'est vraiment la façon dont vous allez demander la chose qui va faire ressortir un usage, et donc c'est aussi un peu de l'ordre de l'utilisateur de décider un peu qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Donc ça ouvre aussi plein de portes, et c'est là aussi où c'est peut-être très, très riche par rapport à d'autres technologies, c'est que là on est en main de pouvoir inventer des usages qui sont vraiment très 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 larges, quoi. Et d'ailleurs, ça permet de préciser, parce que ce que tu as dit, c'est très vrai. Et il y a le côté un peu sur l'IA, on dit toujours si la donnée en entrée elle est nulle, la donnée en sortie est nulle, garbage in, garbage out, on dit. Et du coup, quand on interagit avec ChatGPT, il y a un sujet qui est donner les bonnes instructions, ce qu'on appelle des prompts. Et du coup, tu as parlé de prompt engineering. Ouais. Pour préciser, prompt engineering, c'est vraiment quand je trouve les bons inputs à lui envoyer pour qu'il me sorte les meilleurs outputs à la fin. Donc je note globalement, 1, c'est très grand public. 2, ça n'a pas été designé avec une seule promesse, mais en gros c'est très ouvert, et effectivement ça permet de stimuler la créativité, et c'est ça qui nous semble intéressant en tant que product manager. Je pense que c'est aussi, on reste des personnes créatives, moi je l'assume en tout cas. Maintenant,
ok, je pense que ça c'est très théorique, c'est super intéressant. On va essayer de rentrer un peu plus dans le dur et on va se dire, ok, dans votre quotidien, aujourd'hui, en tant que product, est-ce que vous avez des exemples, peut-être un exemple d'utilisation que vous en avez et qui a réellement changé quelque chose dans votre métier? Parce que je pense que les exemples parlent beaucoup plus de ça et parlent beaucoup. Et puis, peut-être raconter comment vous y êtes pris et peut-être, on va prendre le temps de ça, vraiment on va prendre le temps de discuter de ça. Et comment vous avez peut-être eu des petits moments d'errance et puis l'impact que ça a eu vraiment sur votre quotidien. Ouais. Bah, un exemple pour moi qui est assez représentatif de ce que je pense un peu de ChatGPT notamment, c'est le fait de pouvoir s'aider à penser. Donc en gros, plutôt que de lui demander une réponse, on va lui demander de qualifier ce qu'on avait en tête. Donc un cas d'exemple que j'ai souvent, c'est par exemple j'ai une idée de fonctionnalité ou quelque chose que j'ai envie de faire et je vais lui demander dis-moi pourquoi c'est pas une bonne idée et explique vraiment avec beaucoup de détails qu'est-ce qui peut mal se passer, dis-moi vraiment pourquoi c'est pas bien. Et du coup, ça augmente la qualité de ma prise de décision de façon nette. Et ça, c'est quelque chose qui peut marcher en produit, mais vraiment dans plein de situations. Et c'est vraiment, ça serait un tort de ne pas le faire, quoi. De vraiment pas profiter d'un contradicteur personnel qui pourrait stimuler un peu la qualité de ce qu'on fait, en fait. Ouais, tu l'utilises pour te challenger. Pour me challenger. Au quotidien, sur toutes les idées que me challenger, tu vas avoir les risques de prendre telle ou telle décision. Ouais. Quels sont les avantages et inconvénients. Ouais. De classer les décisions sur certains critères. Ça, pour le coup, c'est vraiment le cas d'usage pour moi qui a le plus de valeur. Ouais. Voilà. C'est super intéressant parce que je pense pas que ce soit la première chose que les gens aient en tête et se dire, je vais lui demander. Voilà. Plutôt que lui demander la réponse à quelque chose, déjà, il faut réfléchir à la question. Ouais. Je préfère lui demander qu'est-ce que tu en penses en fait. Voilà. Super intéressant. Voilà. T'as un cas très précis de peut-être une idée que tu avais eue et tu t'es dit, en fait, son argumentaire était très très bon et ça m'a permis de changer de voie. Alors pour le coup, je me bosse beaucoup sur des projets perso et du coup, j'ai un gros travail d'estimation des risques sur est-ce qu'on y va ou pas, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Et donc par exemple, Copystormer, qui est un des gros outils sur lesquels j'ai travaillé récemment, quand j'étais en pleine phase de conception, il y avait un vrai sujet qui était est-ce que je l'entraîne avec beaucoup de données. Il y avait un vrai travail de récolter de la donnée et ça prenait du temps. Et du coup, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup en fait ou pas de le faire. Et du coup, j'ai présenté cette situation à ChatGPT qui a pu me challenger sur alors d'abord essayer peut-être de le faire avec moins de données, essayer de voir une situation plus fine que tu peux imaginer plutôt que une base de 30 000 posts sur lesquels tu dois entraîner l'algorithme. Donc il y avait plein d'informations, des challenges pour que ce soit plus itératif. Ouais. C'est incroyable. T'étais en mode à l'ancienne et tout. Ouais. En gros moi c'était en mode pour que ça marche il faut que ça soit gros et tout sinon ça va pas être bien. Mais j'ai dit peut-être pas finalement. Génial. Et donc c'est un cas très clair où ça m'a servi. Ouais. Wow. Mais cool. Victor, de ton côté, peut-être quelque chose que tu utilises au quotidien? Moi, les trucs sur lesquels j'aime bien l'utiliser, c'est un peu, j'utilise comme un professeur sur un sujet un peu technique. Parce qu'en fait, souvent, donc, du coup, moi, j'ai des idées de features, de trucs à tenter. Et souvent, j'ai pas la réponse, je suis pas développeur, je suis pas ingénieur. Et en fait, plutôt que d'aller embêter le développeur en lui disant « Ouais, tiens, j'ai pensé à ce truc-là, t'en penses quoi ?» En fait, ChatGPT, il fait ça très bien. Il t'explique bien les choses. Il va te dire un petit peu les avantages et les inconvénients. C'est un peu ce que tu disais sur la précision, mais surtout, il va un peu t'aider à rentrer un peu dans le détail du truc. Et donc, tu vas pas avoir à embêter ton développeur pour lui poser des questions un peu triviales. Parce que souvent, tu te poses des questions qui vont être triviales pour lui, mais en fait, tu n'as pas envie de l'interrompre. Typiquement, il n'y a pas longtemps, je voulais créer donc une landing page. Ça veut dire, en fait, je fais une espèce de petit site web ou vitrine. Et en fait, si les gens, ça les intéresse, ils laissent leur adresse mail. Puis moi, je récupère l'adresse mail. Et ça, c'est un truc, c'est hyper basique. Un dev, je vais lui demander de m'aider à faire ça parce qu'il y a plein d'outils sur étagère comme Webflow, Bubble, tout ça qui permettent de le faire. Donc, moi, j'essaie de commencer à faire ça. Et là, bref, je comprends pas très bien. C'est une histoire toute conne, en fait. Donc, les gens rentrent leur adresse email. Et en fait, je voulais savoir où était stockée l'adresse email. Comment j'étais sûr que j'allais la récupérer à la fin. Et bon, en fait, ça a l'air tout bête, pas compliqué, mais vraiment, j'arrivais pas. Et encore une fois, je me dis, bon, je peux aller faire chier un développeur à ce qu'il ait regardé ça à la doc, je sais pas quoi. Et en fait, donc j'étais vraiment un peu emmerdé. Pas très bien. Et du coup, j'ai expliqué tout mon problème à ChatGPT. Très clairement mon truc. Voilà, j'ai tel message d'erreur, nanana. Et en fait, c'est marrant parce qu'il m'a répondu. Donc, c'était hyper clair. Il m'a dit, déjà, c'est un problème très classique que les gens rencontrent. Donc, ça, c'était hyper rassurant parce que je me suis dit, bon, en fait, je suis pas débile. Donc, déjà, bon, là, en termes d'émotion, en fait, il me rassure de fou. Et derrière, en fait, il m'a juste expliqué, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et ça va marcher. J'ai fait ça à la lettre, bam, 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 5 étapes et ça marchait et c'était génial. Honnêtement, on va dire en termes de
si on regarde un peu l'émotion que par laquelle ça m'a passé, j'étais pas bien. Et puis, parfois, ça arrive quand on cherche un truc sur Google, on cherche et vraiment, on n'a pas les bons mots, on n'arrive pas à trouver le bon cheat code. Et donc, j'étais là, du coup, c'est relou. Et là, juste, je me dis, dernière échappatoire, je lui explique ça et parfait, et le truc marchait super bien. C'était bluffant. Et je pense qu'il ne faut pas le faire sur tout, parce que quand c'est un sujet hyper complexe, peut-être, effectivement, il peut ne pas... Mais là vraisemblablement, ce n'était pas le cas. C'est un truc hyper classique, les gens ont le problème, donc il a j'imagine, récupérer des informations, des conversations de gens qui expliquaient ça, et donc là, ça marche très très bien. Sur un truc un peu trivial, sur lequel tu n'es pas expert, et tu n'as pas envie d'aller faire chier un expert parce que ça prend du temps. Alors justement, je rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a un cas pour moi qui est quand même gênant dans cette situation, c'est que là, ce que tu décris, c'est que c'était un projet qui partait de zéro, et du coup, tu pouvais tout décrire dans le contexte de ton prompt, mais dans le cadre d'un produit sur lequel tu as une codebase énorme et tout, la question va demander une connaissance pointue de la codebase, et dans ces cas-là, tu as quand même besoin d'aller demander à ton dev. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que pour bien l'alimenter, il faut lui donner un super contexte. Parfois, le contexte, il est tout petit, donc tu peux facilement l'alimenter, et quand il est énorme, quand tu as déjà un produit avec un gros historique, un peu compliqué, effectivement, on en reviendra plus tard, mais il y a déjà des choses qui sont en train de se faire pour ça. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que la manière dont les grands médias traitent ChatGPT, c'est il fait les choses à notre place. Et aucun de vous deux ne dit ça, en fait. Il va me challenger, il va me guider pour faire des choses, mais il ne les fait pas à ma place. C'est intéressant parce que je pense que la première couche d'utilisation, c'est tiens, vas-y, écris mes US, quoi. Alors, vas-y, j'ai pas du tout envie de le faire, fais-le à ma place. Et vous êtes plutôt dans une posture différente. Est-ce que, imaginons que je suis peut-être PO, PM, en tout cas, je me dis, tiens, j'ai envie de me familiariser avec ça. Est-ce que finalement, vous allez lui conseiller de se détacher totalement, de dire, non, tu fais pas lui demande pas de faire les choses à ta place, mais trouve un autre angle pour l'utiliser systématiquement. Est-ce que c'est finalement un mauvais angle de se dire, fais les choses à ma place? Je sais pas si tu veux. Je pense qu'à mon avis, il faut un peu différencier il y a certaines choses où ça va être très efficace d'échanger avec lui, il y a certaines choses où ça va être un peu moins efficace, il faut identifier ces choses-là, et ça dépend aussi un peu de sa sensibilité. Moi, typiquement quand je crée, quand je dois faire une réunion avec un chef, avec un stakeholder, moi, je préfère faire le truc un peu moi-même, c'est-à-dire de définir un petit peu mon plan, comment j'ai envie d'argumenter les choses et de lui présenter. Donc ça, je vais plutôt le faire moi-même, et c'est ma sensibilité. Et si j'utilise, ça va être sur des trucs très très pointus, du genre, tiens, est-ce que tu peux me donner des synonymes de telle phrase? Est-ce que tu peux me rendre ça un peu plus percutant? Mais donc là, c'est vraiment sur à la fin de la réflexion. Par contre, sur des trucs qui sont où je pense et je pense que ce qui est important, c'est que ma valeur ajoutée sur une discussion un peu de haut niveau avec le stakeholder, elle est forte. En revanche, sur des contenus du style, j'ai besoin de copyrighter un mail, une newsletter que je vais envoyer aux utilisateurs. J'ai besoin de faire un post Teams ou un post sur un réseau, mais pas un truc hyper bien shellé, juste de dire, en fait, on lance telle nouvelle fonctionnalité, allez voir, ça va être super sympa. Ça, par contre, il peut m'aider à accélérer beaucoup plus sensiblement le truc. Je vais pas rechuter le truc directement. Mais moi, ça avait marché, justement. J'organisais un event en interne chez L'Oréal. C'était une Product Week, ou un Product Management Week. Et du coup, en fait, on lui avait fait rédiger un peu le message pour prévenir les gens. Donc, c'était, est-ce que tu peux nous écrire un post un peu joyful, un peu sympa, punchy, pour donner envie aux gens de venir. Tu mettras l'accent sur le fait qu'il y a des experts qui vont venir et qui vont transmettre leurs connaissances. Et puis tu lui dis, l'objectif, c'est que quelqu'un qui a envie de proposer sur le sujet, il vienne. Donc ça, typiquement, ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Tu avais déjà bien affiné les choses. Tu as un peu affiné les choses. Et puis surtout, c'est je pense que la valeur ajoutée pour écrire ce type de contenu était un peu moins forte. Ouais. Et donc, du coup, en fait, en faisant le choix, tu sais à quel endroit tu as envie d'utiliser et dans quelle proportion et à quel endroit tu as moindré. Toi, Jonathan, tu as peut-être un... En gros, je dirais que ça dépend aussi de à quel point il y a besoin d'informations pour avoir une réponse de qualité. Ouais. Est-ce que toute l'information dont l'IA a besoin, elle a déjà été dans son entraînement, ou est-ce que c'est des trucs qui sont spécifiques à nous et auquel cas il faut lui donner, quoi. Et donc, ça prend du temps. Et c'est ça qui peut prendre du temps, et du coup, moi j'attends avec impatience qu'on puisse brancher ChatGPT avec ses propres données d'entreprise ou ce genre de choses. Ouais, moi, ça fera vraiment une différence assez claire. On va en parler de ça. Voilà. Tout. Donc effectivement, vous identifiez bien un angle productivité à un moment. Genre, oui, je peux l'utiliser pour produire plus vite, c'est ce que nous racontait Victor et tout. En revanche, il ne faut pas le limiter à ça. C'est pas qu'un outil pour la productivité, c'est un outil qui peut aider à réfléchir mieux, à réfléchir davantage, réfléchir différemment. Vraiment intéressant. Si aujourd'hui, on devait peut-être, parce que je pense que les gens qui nous regardent sont peut-être dans des grands groupes et tout ça, et je pense qu'il y a besoin d'acculturer un peu.
Il y a besoin d'arriver et d'être un peu un sponsor de ça. Sur un usage quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Mais genre un tout petit truc qui permettrait de dire directement l'organisation comprend l'impact que ça pourrait avoir sur leur vie. Est-ce qu'il y a une idée, quelque chose comme ça qui pourrait... Je dirais la formule Excel, ça c'est peut-être le truc qui revient souvent et qui est un peu pénible à faire. Du coup, ça marche très bien et ça quasiment sans effort. Voilà, donc je pense que ça c'est cool. Leader, peut-être autre chose de ton côté? Pas une obligation, hein, si ça passe. Si, alors sur l'acculturation, en fait, je pense que moi, j'ai été très impressionné, en fait, d'à quel point l'outil est populaire au sein de même du COMEX, des grands dirigeants. Enfin, vraiment, en fait, tout le monde en parle. Et c'est impressionnant parce que je sais pas ce que ça a donné l'époque où on a eu Internet qui s'est développé ou les technologies comme les téléphones mobiles. Et je veux dire, là, vraiment, que les gens du COMEX qui sont pas très techos de nature soient aussi intéressés par ça, c'est impressionnant. Mais donc, effectivement, ça justifie de bien éduquer parce que c'est pas parce qu'on en entend parler que derrière on a une compréhension qui est fine. Nous, typiquement, les use cases auxquels on réfléchit chez L'Oréal, pour en parler un petit peu, ça va être tout ce qui est création de contenu pour les campagnes marketing. Donc, par exemple, aujourd'hui, alors, quand je parle de campagne marketing, ça va être vous faites une pub pour un shampoing, vous faites une pub pour un parfum, vous allez avoir besoin d'avoir des visuels de gens du coup, qui utilisent le parfum et qui font le shampoing. Et ça, c'est des shootings qui sont très chers. Vous n'avez pas forcément la possibilité de beaucoup itérer. Une photo comme ça, en fait, c'est hyper chorégraphié. Le photographe, il arrive, il prend ses photos, une quinzaine de minutes, on ne peut pas beaucoup itérer. Donc, en fait, nous, c'est évidemment un levier qu'on va essayer d'activer, justement d'avoir des campagnes visuelles qui sont beaucoup moins chères, beaucoup plus efficaces, et on va pouvoir itérer encore plus. Et je crois que Coca, notamment, a lancé une pub il n'y a pas longtemps où alors, c'était pas très clair la proportion d'IA qu'ils avaient utilisée, mais on reconnaît un petit peu le genre d'image d'IA qu'on voit. Oui, avec voilà, de peinture. Exactement. Alors, faudra peut-être je sais pas si les gens l'ont vu, mais il faudra peut-être mettre le lien du coup. Ouais. Mais en fait, voilà, il y a ce côté où, en fait, d'un point de vue créatif, pour tout ce qui est visuel, c'est aussi bluffant et très efficace. Ouais, donc ça, ce que je retiens, c'est que s'il y a de l'acculturation, vous êtes product manager, product owner et tout ça, c'est pas grave de l'amener par quelque chose qui n'est pas directement lié à votre métier. Mais en revanche, de pouvoir montrer de l'impact que ça peut avoir pour vos collaborateurs, ça me semble intéressant, parce que finalement, on pourra en bénéficier plus tard. Juste pour revenir sur le COMEX, du coup, je suis curieux un peu de comment... est-ce qu'il y a eu je sais pas, chez L'Oréal, peut-être des décisions de... maintenant, on met en place une bibliothèque de prompts pour les collaborateurs, ou des trucs un peu des politiques, un peu, genre... sont mis en place pour que ça fasse gagner du temps à tout le monde à l'échelle de la boîte, quoi. C'est encore... alors, en fait, on va dire la première réaction, après, un peu l'effervescence, après, c'était un peu conservateur, on a dit, en fait, concrètement, personne n'utilise son adresse mail pro pour se connecter à ChatGPT. Juste la confidentialité, c'était le premier truc. Ouais, et ça, donc ça, c'est une grosse contrainte parce qu'il y a eu en fait une histoire avec Siemens où en fait les employés de Siemens avaient fait fuiter les informations parce qu'ils avaient commencé à discuter. Voilà. Okay. Donc, mais ce genre de truc, ça a fait peur un petit peu à tout le monde. Okay. Là, on est un peu dans la partie où on essaie de s'approprier le truc et de voir comment on va pouvoir l'intégrer dans des use cases petit à petit. Je pense que le jour où en fait tout le monde un employé lambda chez L'Oréal pour utiliser ce genre d'outil, il est encore un peu loin. En revanche, nous, on bosse sur des use cases d'IA et donc on essaie de l'appliquer. Mais l'avantage, c'est qu'on a une maîtrise un peu plus large sur la chaîne de valeur. Enfin, on sait quel algorithme on utilise, on comprend mieux et donc on sait un peu plus cibler le cas d'usage. Ok. On va parler un peu du futur. Parce que là, voilà comment vous faites au présent et tout. Il y a quelques semaines, Marty Kagan, j'ai l'impression que je le cite systématiquement, il va falloir que j'arrête. Voilà, et tout. Marty Kagan publiait sur son blog un article qui s'appelle Preparing the Future, préparons le futur, et il identifiait finalement 10 points où l'IA pourrait affecter le fonctionnement le travail des product managers, le fonctionnement des impact teams tel que lui il est défini, et même également des corps de métier qui sont tout aussi au product, comme le product designer et tout ça. Et j'ai retenu quelques points qui m'ont intéressé, parce qu'effectivement, c'est des points qui sont toujours un peu des douleurs dans le fonctionnement des équipes. Lui, il se dit, je pense que ça va se passer comme ça, mais j'en ai aucune certitude. Hein. Donc, il reste lui-même un peu humble, et il se dit, je pense que ça va affecter directement le niveau d'autonomie des équipes. Je pense que ça va affecter la manière dont on communique de manière transverse entre les équipes, avec nos stakeholders. Effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Je pense aussi que la production de certains artefacts, et là, il va très très large, il parle de la roadmap, il parle de tout ça va vraiment changer. Et ce que j'avais noté également,
il disait que on va sans doute avoir un énorme changement dans notre modèle de prise de décision. C'est-à-dire que, et ça t'en parlais un peu, la manière dont on va se refaire challenger éventuellement, il en parlait, et il disait que la manière dont on va réfléchir, mais également structurer nos réponses, va sans doute changer. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il raconte. Il ne donne pas énormément de détails là-dessus. Moi, je me suis dit, on n'est pas devin non plus, mais j'ai bien envie d'avoir un peu votre regard sur ça. Et je pense qu'on pourrait se parler un peu de ce sujet qui est une douleur pour pas mal de grandes organisations, mais même pas mal de scale-up pour ça aussi et tout. C'est l'autonomie des équipes. Voilà. Et est-ce que vous identifiez aujourd'hui la manière dont l'intelligence artificielle générative va pouvoir nous aider à gagner en autonomie et à finalement avoir l'impression de fluidifier tout ça? Ouais, bah, du coup, oui. Ouais. Parce qu'en gros, ce qu'il disait, c'est qu'un des principaux facteurs limitants en entreprise, c'était la charge cognitive. Donc, par exemple, un développeur ne peut pas avoir connaissance de toute la code base, de toute l'appli, et que du coup, il y a besoin d'embaucher un deuxième développeur. Et que du coup, grâce à des outils comme GitHub, Copilot, ce genre de choses, une seule personne pouvait avoir connaissance de plus de choses puisqu'elle serait accompagnée. Et que du coup, il y aurait besoin de moins d'équipes, et que du coup, il y aurait besoin de moins de communication entre les équipes, puisqu'il y en a moins. Et que du coup, il y aurait plus d'autonomie et que, in fine, ça allait rendre le travail plus intéressant parce que, justement, on est plus en charge, quoi. Il n'y a pas besoin de se coordonner, de s'aligner, qu'il y a plein de problèmes qui se retrouvent quand on est beaucoup, qui disparaissent, en fait, quand on est moins, quoi. Donc, au final... En fait, on va avoir un sentiment de réduction de la taille pour la même charge de travail, moins. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura l'entreprise pourra aussi embaucher d'autres gens. Et qu'en fait, il y aura plus de... Bien sûr, mais voilà. On va pas avoir moins de monde, mais voilà. En fait, on aura une meilleure vision. En fait. Je crois que l'idée, c'était que pour lancer des initiatives, en gros, il y aurait besoin de moins de coordination, puisque une seule équipe pourrait faire plus de choses, puisque elle serait plus autonome sur un plus grand scope, en fait. Voilà, ça, c'est... Ça, tu adhères totalement? Bah oui, je pense que oui. Là, c'est on y va et que c'est pour le mieux. Voilà. Toi, Victor, tu identifies quelque chose qui pourrait jouer sur l'autonomie? Ouais, moi je dirais oui et non. Enfin, oui, non. Alors, oui, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, pour l'analyser un petit peu, en fait, l'IA générative, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faciliter l'accès aux hard skills, aux compétences un peu dures. En fait, ça va un peu les mettre sur étagère, les commoditiser, on pourrait dire. Ça va être beaucoup plus facile, justement, effectivement, d'accéder à de l'expertise technique. Il y a des gens qui arrivent à créer des sites web hyper facilement grâce à ChatGPT. Enfin, donc, en gros, les hard skills vont rester importants parce qu'il faut faut en avoir un petit peu, mais globalement ça va être beaucoup plus accessible. Donc moi je pense que ça va nous permettre de nous recentrer aussi sur les soft skills. Ça va alors à la fois dégager du temps parce qu'on est plus productif, donc on va pouvoir l'investir sur de la communication, sur collaborer, s'y discuter ensemble, mais aussi ça va nous forcer à investir davantage sur ces sujets, à être plus compétents sur ces sujets de soft skills. C'est le truc, tu vois, les caisses automatiques, en fait, en gros, effectivement, ça pousse à... le travail des caissières sur les caisses automatiques, en fait, il va être vraiment de l'accompagnement du client, et c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus soft skills. Et c'est souvent un effet de la technologie, du coup, de recentrer du hard vers le soft skills et de recentrer vers les interactions humaines. Donc, oui, je pense qu'effectivement, on va avoir la possibilité de collaborer plus efficacement, et donc réduction de la charge cognitive, et ainsi de suite. Là où je tempère un peu, c'est que... pour avoir vu pas mal d'organisations, grands groupes, administrations publiques, l'autonomie, c'est aussi quand même beaucoup un sujet de culture. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beau donner les meilleurs outils aux gens, en fait, si tu n'arrives pas à leur faire confiance, même s'ils sont beaucoup plus efficaces, même s'ils sont beaucoup plus précis, pertinents, en fait, ils vont toujours faire des erreurs, et en innovant, on fait des erreurs. Et donc, en fait, si tu n'arrives pas à te dire c'est OK, j'ai envie de ça, en fait, ça va toujours rester un problème. Donc, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, pour avoir une culture qui innove, faut laisser faut laisser les gens tester les choses, et puis en fait ils se plantent dans un cas sur deux. Peut-être avec ChatGPT ils vont se planter une fois sur 10, donc beaucoup moins, mais en fait 7 fois sur 10 où ils se plantent doit quand même te poser problème en tant que chef. Tu vas avoir du mal à les laisser complètement libres et tester des choses, et donc en fait tu auras quand même du mal à être beaucoup plus autonome du fait de ce sujet de culture. Parce que tu as le modèle mental qui n'a pas changé, mais pour le coup il est exactement... Je crois qu'il le dit dans son article, mais un truc intéressant, c'est que on a un nouvel outil, on va essayer de le caler dans les process actuels, et après on va se rendre compte qu'il est vraiment puissant, et on va essayer au contraire de changer tous les process pour coller au nouvel outil, quoi. Et donc ça, à mon avis, je pense que là à mon avis, mais tout sense sur le... je comprends. Voilà. C'est la vision de l'IA aujourd'hui, c'est plus la vision un peu Microsoft de Copilot un peu. En gros, vous faites ce que vous faisiez d'habitude, mais vous le faites plus vite, souvent avec une barre latérale sur laquelle vous pouvez chatter ou faire plus de choses. Mais à mon sens, ça, c'est la version, vous gardez vos process actuels et vous mettez un peu d'IA dedans. Je pense que la
la version où on ressente les process autour de l'IA, ce serait plutôt l'inverse, ça serait l'IA qui fait le truc et c'est vous qui êtes le copilote, quoi. Ouais. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Moi, c'est toujours le truc où ça me fait penser, en fait, donc, j'ai pas mal bossé pour des administrations publiques, et donc en fait, l'administration publique, c'est quand même, historiquement, c'est beaucoup des process, manuels, du papier et tout. Et en fait, quand tu arrives chez elle et que tu mets du digital, donc en fait, juste, à la place d'avoir du papier, tu mets un truc digital, numérique, en fait, ça change rien parce que tes process restent toujours bordéliques. Jean-Michel du service A, il parle pas avec Jean-Charles du service B, et donc en fait, même si tu as mis un mail à la place il se passe un dossier papier, ça change pas, malheureusement. Et donc en fait, la technologie, à un moment, il faut l'utiliser pour transformer aussi les plans. Je vous raconte une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec un coach agile, et qui me disait moi, j'y vois un véritable intérêt. On va pouvoir lui expliquer toute la complexité de notre organisation, à la fois technique, et voilà. Et il va peut-être pouvoir nous proposer des modèles organisationnels de découpage d'équipe, de périmètre, de découpage de métier, etc., qui pourraient peut-être... Alors là, il m'a dit tu n'attends pas ça dans l'année, quand même. Mais en me disant, on va sans doute réussir à améliorer pas l'autonomie des équipes, mais le fait qu'elles puissent... La topologie et le fait qu'elles puissent vraiment travailler sur ça. Et lui, il me dit, la pensée systémique, c'est super compliqué à l'échelle humaine, ça n'est pas pour lui. Donc globalement, on a sans doute quelque chose à jouer là-dessus. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire aujourd'hui, ça ? Parce que globalement, c'est le contexte. C'est qu'en fait, la manière dont on va devoir raconter, intégrer les choses, il me dit, pour l'instant, tant qu'on n'arrivera pas à plugger le truc pour qu'il aille voir notre contexte, on ne pourra pas le faire aussi facilement. On peut imaginer qu'avec les stats de Slack, on peut savoir combien de gens parlent à qui. Exactement. Donc, je pense que tu peux aussi digitaliser les gens qui sont sur des frameworks at scale très lourds, et prendre le PI planning et dire, OK, tout ce qui m'a... On est capable de comprendre tout ce qui ne va pas. Désolé, on dérive un peu vers des choses plus agiles, mais c'est des choses que lui voit et qui pourraient aussi avoir un rôle pour le product manager. C'est-à-dire, waouh, je vais avoir moins de dépendance à gérer avec l'équipe, et donc je vais pouvoir faire avancer mon produit plus vite. C'est aussi des choses que lui voit. Et ça, moi, je pense quand même que c'est un nouveau palier pour moi. Oh, je pense aussi. Je pense que, en gros, je veux dire, là, on est à un niveau déjà où, comme on l'a dit, c'est vraiment haute productivité. Là, on passe en fait sur un niveau où il va être encore plus pertinent que nous, sur des trucs très très précis et très très forts. Et ça, je pense que c'est un nouveau palier, et je sais pas quand on va le passer, peut-être qu'on va le passer très vite. Mais en fait, de fait, on sait pas très bien. Tu l'as dit, tu vois, ça s'est fait en quelques mois, et il y a un an, probablement, on n'aurait pas imaginé avoir cette discussion. Donc, c'est un nouveau palier, mais je sais pas quand il arrive. Moi, je vois un peu comme entre le moment où Internet est arrivé, ou le moment où les premières méthodes agiles sont arrivées. Il y a quand même eu un moment où les gens, ils ont pris un truc, ils se sont rendus compte que c'était peut-être mieux de mettre en prod 10 fois par jour et pas une fois tous les ans. Et ça a mis quand même du temps. Mais je suis assez curieux aujourd'hui de voir quel serait l'équivalent des méthodes agiles appliquées à la nouveauté qu'elle y a. Ouais, vraie curiosité pareil, et tout ça. Mais on digresse. Bon, on a parlé un peu d'autonomie. Je pense qu'un des pain points ultra importants d'un product manager, c'est la manière dont il manage ses stakeholders. C'est d'ailleurs Bruce McCarthy qui a écrit un bouquin sur la roadmap, est en train d'écrire un truc sur le stakeholder management, vraiment intéressant. Donc, est-ce que vous identifiez la manière dont finalement on va pouvoir mieux communiquer avec ce côté? On a toujours un peu l'impression que on essaie de faire rentrer des carrés dans des ronds quand on parle avec un stakeholder. Est-ce que vous identifiez des choses qui pourraient être facilitées par ça? Moi, j'ai encore des doutes, mais voilà, Moi, je pense que en fait, le stakeholder management, idéalement, ça marche bien quand il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire, en fait, quand on a une réunion où il y a 15 chefs qui sont hyper avec plein de galons, qui sont hyper haut placés, et en fait, tu attends qu'il y ait une décision à ce moment-là qui se passe, qu'il y ait une sorte d'action du Saint-Esprit, que 15 personnes se mettent d'accord et qu'on décide de la direction à prendre. En fait, en général, ça ne marche pas, et en fait, tout se passe en amont. Donc, en fait, quand j'ai une réunion avec 15 chefs hyper haut placés, en fait, je fais plein de petites réunions de lobbying en avant avec les 15 pour m'assurer que tout soit clair. Et en fait, le jour où j'arrive en réunion, tout le monde est déjà d'accord et le truc a été joué à l'avance. Et là où c'est pertinent d'avoir un truc comme ChatGPT, l'IA générative, c'est qu'en fait, ça peut te permettre d'identifier précisément les objections de chacun, de te challenger là-dessus. Et derrière, tu peux un peu d'agir tel que... Un peu voir, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, voilà, si tu arrives en réunion avec t'as un DAF et en fait, tu as celui qui pousse ton projet, le DAF, côté finance, il va forcément avoir des réactions sur... il va avoir une manière de réagir qui va être un peu typique, et ça, on peut un peu l'anticiper. Et donc, en fait, identifier en amont les objections. Alors, il ne faut pas les traiter en live, je pense qu'il faut anticiper en amont pour en discuter avec, et donc comme ça, tu facilites
la partie lobbying et ça te permet d'être un peu plus clair au moins et d'avoir vu un petit peu de manière exhaustive ce qui pourrait arriver. Ça peut être intéressant si tu as les objections rationnelles. Mais si tu as les objections irrationnelles de type politique interne, ça, il pourra pas te les simuler. C'est pour ça qu'il faut que tu les vois, je pense, un peu avant aussi. Il faut déminer le terrain. Mais moi, j'aime bien l'idée que ça te prépare et finalement, ça te permet de te construire uniquement sur les soft skills, en fait, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, c'est intéressant, vraiment cool. T'as un cas de Jeff, t'as des boîtes qui se développent ça, notamment, c'est un peu créer un avatar, une sorte d'avatar, en fait, IA, et tu vas pouvoir lui parler. Donc je sais pas, typiquement, tu vas te dire, je vais me faire un comex avec Bill Gates, Steve Jobs, Reed Hastings, enfin voilà, et en fait, juste je leur pose des questions quand je vais prendre une décision, et puis ils me répondent. C'est un peu ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est pertinent, effectivement, et encore une fois, c'est pas il fait à ma place, c'est juste il m'amplifie, il m'aide à me poser des bonnes questions et à être plus intelligent. Là, tu fais un pré-comex virtuel, par exemple, pour voir si ça marche. J'ai jamais fait, mais c'est là. Mais effectivement passionnant parce que en gros ça te permet de dire ok, je peux plus facilement me préparer, donc je vais aller moins souvent dans l'échec, donc ma relation sera plus fluide et peut-être qu'effectivement on peut aider ça. Donc Martin parlait également de la facilitation dans la production d'artefacts, il parlait forcément de la roadmap, il parlait pas de la vision, il parlait pas de la context vision, mais peut-être que il y a peut-être des choses. Est-ce que vous identifiez comment ça peut... Je pense qu'on prend le cas de la roadmap, ça me semble vraiment intéressant, puisque effectivement, c'est un exercice qui est compliqué. Il n'y a pas de souci à se dire, et je pense que beaucoup de gens seraient capables de dire je pense que notre roadmap, on ne la fait pas bien. Et voilà. Donc, comment vous identifiez que dans le futur, ça pourrait nous aider à produire cet artefact-là ? Pour moi, les précautions, les craintes que Marty Callahan a dans son article, c'est que les gens ils fassent pas du tout leur travail de product discovery et qu'ils fassent juste demander une roadmap. Et pour moi, c'est possible que les gens fassent ça. Mais après, on peut aussi s'aider de ChatGPT pour faire sa product discovery et donner les sorties de la discovery pour demander la roadmap. Moi, c'est une question de contexte, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, tu utiliserais ta product discovery comme contexte. Donc tu lui dirais, vas-y. Maintenant que tu as ce contexte que tu m'as aidé à construire, fais donc la roadmap. Moi, ça me dérange pas pour le coup. Oui, et effectivement, ça fait une bonne base de conversation et d'échange et tout, et c'est intéressant. Ouais. Plutôt que de dire juste fais-moi ma roadmap basée sur les objectifs de l'année, voilà les tests qu'on a fait, voilà les résultats des entretiens qu'on a fait, voilà tous les résultats qu'on a eu sur les précédentes features similaires. Maintenant, fais la roadmap, quoi. Ça, pour moi, ça me choque pas. Ça, tu me demandes de procéder aux conclusions à partir de toute la data que tu lui fournis. Toute la data, ouais. Et toi, tu peux réfléchir, quoi. Ouais, je pense que tu as un côté donc production plus rapide, en fait, production du contenu plus rapide du livre en tant que tel. Et je pense que tu as aussi un côté priorisation, un peu réussir à un peu te challenger sur la même manière que tu as un peu ces comex virtuels de dire, en fait, voilà, c'est ça mes grandes personas, tu en penses quoi en termes de priorisation, qu'est-ce qui te paraît le plus important, le moins important, comment je priorise. Parce que moi, je trouve que c'est ça quand même qui est dur. Faire une roadmap, bon, en soi, l'exercice de formalisation, il n'est pas agréable, mais c'est pas trop dur. Tu prends un café avant et puis voilà. Mais en gros, le fait de se dire, est-ce que j'ai bien priorisé, est-ce que c'est bien le bon item qui apporte le plus de valeur sur lequel je me focalise, sur lequel je vais dépenser de l'argent et du temps. Ça, par contre, c'est un truc sur lequel, pareil, c'est intéressant de se faire challenger, d'en discuter. Et plus, en fait, tu vas pouvoir le pré-entraîner, plus tu vas pouvoir lui filer d'éléments de contexte, plus il va être pertinent. Et je pense que vraiment, en cible, on aura peut-être des trucs où, en fait, on fera presque plus de tests utilisateurs. On va juste lui poser la question. Je sais pas comment ça se fera, mais en fait, c'est quelqu'un de virtuel qui va faire le test à notre place. Et du coup, on aura les résultats comme ça. Ouais, ça peut être intéressant ça. Mais après, je pense que là, si tu veux faire des tests utilisateurs en utilisant ChatGPT, tu peux lui demander de construire par exemple ton scénario et les questions que tu veux poser. Et ça te fait déjà gagner une grande partie du temps. Mais c'est vrai que si on pouvait simuler 20 tests, tu pourrais cumuler quali et quanti, quoi. Ouais, exactement. Non, mais parce que c'est toujours le truc avec les tests, en gros, et c'est toujours une histoire de pyramide. C'est en fait, on va avoir plein de tests techniques très automatisés au niveau unitaire, au niveau du code. Puis en fait, on met le test d'un peu plus haut niveau petit à petit. On a toujours ce niveau qui est un peu painful de, en fait, à un moment, je prends l'utilisateur par la main, puis je lui dis, vas-y, teste, et puis on regarde. Parce qu'il y a des trucs bizarres qu'il va faire qu'on va devoir lui-même automatiser. Mais en fait, tu rentres un peu dans cette logique où en fait, tu arrives à simuler ça de manière plus réaliste. Et évidemment, tu vas garder un petit peu des tests aussi avec les utilisateurs parce qu'il faut les prendre par la main. C'est de la conduite du changement, c'est important. Ouais. C'est éthique un petit peu. Mais en revanche, tu vas en avoir encore moins. Et encore une fois, ça, c'est du temps que tu gagnes, c'est des features qui sortent plus vite et ainsi de suite. Ouais, c'est intéressant parce que si tu arrives à simuler tes utilisateurs de façon virtuelle, tu pourrais savoir à l'avance si ta feature elle va marcher, quoi. Alors, exemple, de faire des tests, tu pourrais avoir une idée de j'ai simulé 3 millions d'utilisateurs, dont 10% fait ça, 10% fait ça. Et tu mets ta feature et il voit si elle marche ou pas, quoi. Avec une probabilité qui est pas égale à 100% à chaque fois, mais j'ai juste en fait
si tu peux augmenter cette probabilité, c'est bien. Et t'es content. C'est un peu Black Mirror, mais ouais. Faudrait peut-être en venir un moment. Et tout. Du coup, en fait, je pense que on a déjà abordé largement le sujet, mais ça parle de la prise de décision, de la sélection d'opportunités, tout ça. Je pense qu'effectivement, on voit bien que rapidement, comme tu disais, Victor, on va commettre de moins en moins d'erreurs. Est-ce que vous voyez la manière dont il pourrait nous aider à sélectionner notre opportunité, ce qui va finalement à un moment se retrouver, cette opportunité qui va à un moment faire l'objet sans doute de délivrer plus tard et tout, donc parce qu'on a identifié le problème et le besoin très précisément. Comment ils vont pouvoir nous aider sur ce sujet-là? Tu veux dire pour prédire l'avenir? Ouais. C'est ça, ça en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, ils doivent être capables de sélection d'opportunités, tu paries un peu sur l'avenir. Bien sûr. C'est vrai. Je pense que comme on l'a dit, en accélérant toutes les techniques que tu as aujourd'hui pour avoir une meilleure idée de si ça va marcher ou pas, tu pourras en faire plus et de meilleure qualité. Ouais. Donc, in fine, ça va faire mieux. Ouais. Je pense. J'espère. Non, puis aussi, je pense que le truc qui est pertinent, c'est que ça va aussi clarifier les données du choix. En fait, souvent, ce qui est dur, c'est pas de faire le choix, c'est qu'il n'est pas clair, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien quelles sont les alternatives. Le bon exemple là-dessus, moi, je trouve, c'est tout ce qui est voiture autonome. Il y a beaucoup de débats sur... tout le monde a entendu parler, c'est le débat sur... alors j'ai une personne âgée et une personne jeune. Et donc en fait la voiture autonome, si elle est obligée soit de taper l'une, soit de taper l'autre, qui elle tape, et donc là du coup on dit la personne âgée, et puis là en fait mais la personne âgée elle a un bébé dans les bras, alors qu'elle fait quoi? Et voilà. Et en fait en gros ce débat pour dire que il y a plein de sujets légaux et juridiques derrière, mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça nous pousse un peu assez loin dans le retranchement sur c'est quoi en fait à la fin, c'est quoi à la fin le facteur qui permet de prendre la décision. Là c'est quoi la valeur que tu accordes à la vie humaine, comment tu le mesures, et ça te pousse à te poser ces questions-là, alors que tu ne te les poserais jamais sinon dans le reste du temps. Donc je pense qu'au-delà du coup de ce qu'on se dit sur être plus efficace et tout, il y a aussi ce sujet d'identifier clairement les paramètres, les leviers, les inducteurs, et donc en fait ça te permet de faire un choix un peu plus éclairé. Et donc c'est là où en gros, un peu ce qu'on se dit en fait ça. En fait ça va un peu tout débroussailler pour laisser l'humain sur un truc vraiment très très précis, très pointu, qui est j'utilise mon bon sens, j'utilise mon humanité pour choisir un truc à la fin. Je pense... Non, moi, j'avoue que j'ai pas plus à rajouter. C'est cool. Ok, on tourne autour du sujet depuis le début. Il y a cette espèce... Il y a l'éléphant au milieu de la pièce. C'est l'éthique. Je peux vous raconter une histoire sur l'éthique. La dernière campagne Lacoste, l'intégralité de la proposition qui a été faite à Lacoste a été générée avec une IA. Voilà. Et puis, ça a été validé. Et après, ils ont dit maintenant, on repart de zéro. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout de quoi il s'est inspiré, on ne veut pas avoir de problème de plagiat et ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est une des premières freins. Il y a aussi l'histoire de Siemens qui se dit ok, il y a des choses qu'on filtrait, donc on commence à avoir peur, on est vraiment réticent. Il y a ces questions-là, la peur, l'éthique, tout ça. Je pense qu'on identifie bien que ce sont des freins, des craintes. Comment vous identifiez le fait qu'on puisse s'en défaire un peu progressivement? Est-ce qu'elles sont complètement légitimes pour l'instant, ce genre de choses? Alors oui, je pense qu'elles sont complètement légitimes pour le coup, dans plein de dimensions. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui est particulièrement importante si on se sert de l'IA comme une aide à la réflexion. C'est tous les biais qui sont intégrés dans les contenus qui a été utilisés pour entraîner en fait ces IA. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment très dépendant de la façon dont OpenAI ou autres plus tard ont réussi à éliminer ou camoufler les biais, mais qui peuvent ressortir sans qu'on s'en rende compte, quoi. Donc, par exemple, si aujourd'hui on demande quelque chose de visiblement raciste, il va nous dire que non, il n'est pas capable. Et par contre, si on lui donne des informations, des tableurs Excel, plein de contextes, et qu'on lui pose une question sur une feature qui potentiellement est raciste, il va nous la faire quand même, quoi. Il va pas être capable de potentiellement identifier le biais dedans, parce que c'est pas aussi rentre dedans, c'est pas aussi évident que si on lui demande texto. Donc ça, ce genre de truc, moi je trouve ça plutôt inquiétant. Mais après, on n'a pas tellement de solutions, donc pour l'instant, on est vraiment dépendant des décisions prises par ceux qui entraînent les modèles, quoi. Donc là, c'est plus, faut attendre et être prudent, quoi. Voilà. Dis-toi, toi, Oui, non, mais en fait, il y a une première dimension qui est effectivement, en gros, la perfectibilité de l'IA, qui en fait n'est que le reflet de la perfectibilité de ses concepteurs. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a des histoires d'IA sexistes chez Apple. En fait, le truc c'est que je connais pas parfaitement l'histoire, mais en fait, ils ont dû essayer d'entraîner un algorithme pour prédire est-ce que le candidat était un bon candidat ou pas.
Et en fait, l'algorithme a dû voir chez Apple, tous les ingénieurs, c'est des mecs quasiment. Du coup, en fait, un bon candidat, c'est un mec. Point. Donc voilà, le truc, forcément, oui, la data est biaisée. Et donc, si tu fais pas attention, en fait, si tu fais pas attention quand tu construis ton algorithme, l'algorithme, il va reproduire ses problèmes. Et en plus, il va le faire de manière assez automatique, un peu mystérieuse, ce qui fait que parfois, tu vas même pas bien le percevoir. Donc, attention, je pense, il y a cet enjeu de perfectibilité de l'IA. Et là, il y a des chantiers beaucoup là-dessus. La réglementation européenne, elle va évoluer, donc elle va nous pousser à nous challenger là-dessus. Sur les RGPD, par exemple, ça a beaucoup bougé récemment. Ça nous a sensibilisés, on s'est amélioré. Donc, je pense qu'il va y avoir à peu près le même genre de vague dans les années qui vont venir, avec donc des textes européens très très exigeants qui vont nous pousser en fait à nous dire ok, comment on arrive à être meilleur là-dessus. Donc ça, voilà, ça c'est en cours. Et le fait d'obliger les concepteurs à publier en fait leur base de données, leur corpus de texte, genre ça en soi. Tout à fait, la transparence, elle aide beaucoup là-dessus. Moi, le truc qui m'interroge aussi en termes d'éthique, c'est en fait, globalement, quand on met la technologie en place, on rend souvent les tâches moins pénibles, de manière générale. Enfin, je veux dire, voilà, les moissonneuses-batteuses, en gros, quand on moissonne à la main, on se casse le dos, c'est des boules qui sont fines, qui sont dures, qui sont éreintants. Conduire une moissonneuse-batteuse, c'est moins difficile. Donc, de manière générale, je dirais quand même que la technologie, elle a tendance à faciliter notre vie et, comme je disais, nous recentrer vers de l'humain. Mais du coup, là, les deux questions que je me pose, c'est premièrement, jusqu'à quelle limite c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment, on vit dans un truc où c'est très simple, en fait, très drivé, on n'a que des choses très faciles à faire. Est-ce qu'on a envie d'avoir ça ? Est-ce qu'on a envie de faire que du GPS tout le temps ? Ou est-ce qu'on a envie parfois de se perdre un petit peu pour garder ce sens de l'orientation ? Parce que le jour où on n'a plus le GPS, c'est compliqué. Puis deuxième question également, autour de ça, c'est ça. Attends, j'ai perdu mon point. Deuxième question autour de ça, c'est un petit peu comment on accompagne ce changement-là. Parce que voilà, la technologie, ok, elle change un petit peu, ça ressemble quand même vers des travaux souvent un peu moins difficiles, mais à quelle vitesse ça va ? Le truc, c'est que du jour au lendemain, en fait, tu peux pas. Les gens, ils ont un besoin d'être accompagnés, d'être formés, de monter en compétences pour pouvoir passer d'un boulot à un autre. Et quand tu vas trop vite, c'est dur et t'as toujours des drames. Tu as les histoires de typiquement, France Télécom, tu passes à la DSL, c'est pas compliqué, on va juste les reformer pour leur apprendre à vendre de la DSL plutôt que les trucs à l'ancienne. Mais ça marche pas en fait. Parfois, tu as besoin de temps. Et donc, quand la technologie, de manière générale, c'est logique que la technologie avance, ça nous pousse à changer. On a besoin d'être accompagné dans ça, mais quand ça va trop vite, en fait, c'est compliqué. Et donc là, je sais pas précisément comment faire, mais si on est dans ce genre de révolution, effectivement, attention, il faut être prudent. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le dernier point. En gros, pour moi, il y aura un vrai boîtes qui sont conçues avant l'IA et après l'IA. À mon avis, ceux qui sont conçus après l'IA auront un avantage compétitif assez net parce qu'il n'y a pas eu besoin de faire ce travail de formation comme les boîtes pré-internet et post-internet. Alors, on s'approche un peu de la fin, mais vous êtes peut-être resté sur votre faim et vous avez peut-être des questions à nous poser. Du coup, on va se faire un peu de temps de questions et réponses. Alors, comme je disais, je vous allez poser votre question, je vais la reformuler pour que tout le monde, les gens qui nous regardent en replay, puissent l'entendre. Et donc, si elles sont trop longues, je vais bugger. Voilà. Qui a éventuellement une question ? Ouais. Vous avez parlé d'éthique. Vous avez pas ouvert un point de la responsabilité et l'impact environnemental. Alors, je finis par finalement demander plein de choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Il fait des RSDI. Mon collègue, c'est quand on est spécialiste de ça, j'en fais partie. Et moi, remplacer les choses, remplacer parfois la réflexion par la facilité. Sur le fois générative AI, quelle conséquence ? Ok, donc je vais reformuler. Effectivement, on en parle et on ne parle pas du tout de l'impact sur l'environnement. Quelles conséquences on peut... Je dirais qu'aujourd'hui, l'impact, clairement, l'impact, il n'est pas à la hauteur de... l'apport que ça amène n'est pas à la hauteur de l'impact que ça a. Puisqu'aujourd'hui, on sait que ça consomme énormément de faire une requête à ChatGPT, que ça a été entraîné sur des fermes de serveurs énormes, etc. et que c'est vraiment très, très consommateur. Mais je suis assez confiant que très, très vite, ça ne sera plus le cas. Parce que j'ai vu passer sur Twitter, où tous les jours, il y a des nouveaux trucs, des gens qui arrivaient à créer des modèles à peu près équivalents aux dernières versions de ChatGPT, mais avec beaucoup, beaucoup moins de texte. En fait, en prenant des textes de très, très bonne qualité, ils arrivaient à faire tourner un ChatGPT sur leur ordi. En local, quoi. Pour avoir quelque chose de quasiment similaire en termes de résultats à des serveurs qui ont été entraînés pendant un an sur tous les textes de l'Internet.
Et pour moi, on va vers une commodité un peu de ce modèle-là. Donc, d'ailleurs, Google en parlait, je pense, assez récemment, que leur concurrence, c'était pas OpenAI, c'était l'open source. Parce que, en fait, avec un modèle qui tourne sur ton ordi, tu peux l'améliorer hyper vite, tu peux essayer des trucs et que tout le monde bosse en même temps dessus. Donc, pour moi, l'impact environnemental, heureusement, il va se restreindre, je pense, assez rapidement. Alors, en tout cas, j'espère. Oui, mais effectivement, en tout cas, ce que ça apporte moins que ce que l'impact que ça a. À mon avis, pour l'instant, on est peut-être dans une phase un peu de on teste, on regarde si ça marche, etc. Alors, en revanche, ça consomme beaucoup. Parce que ça n'a pas encore été optimisé, parce que c'est très récent aussi. Donc, mais je pense que c'est une phase qui, malheureusement, est nécessaire aussi. Peut-être pour juste expliquer pourquoi ça consomme. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est les 2 gros facteurs. C'est premièrement, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour à la fois entraîner les modèles, puis ensuite répondre aux serveurs, les poser. Exactement. Donc, c'est un serveur. Mais du coup, c'est des serveurs très puissants parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Donc, ça consomme beaucoup. Et il y a également un sujet sur le refroidissement. Parce que du coup, ces serveurs, en fait, ils chauffent beaucoup. Donc, on a besoin de les refroidir pour que ça fonctionne bien. Et pareil, c'est compliqué d'avoir des stats là-dessus. Mais on parle d'un litre d'eau pour 50 requêtes, ce qui est vraiment un litre d'eau. Un litre d'eau, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est une ressource très précieuse. Donc, évidemment, beaucoup. Je pense que je te rejoins globalement sur, en fait, le fait que la technologie va être de plus en plus économe. En revanche, le truc, c'est que si on l'utilise beaucoup plus, je ne sais pas très bien. Voilà, bon, ça, c'est une question, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien à quoi y répondre. Moi, je pense que le gros enjeu, c'est aussi de mesurer. Et sur tous ces sujets environnementaux, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on manque de data pour prendre une décision éclairée. On ne sait pas très bien. Et de fait, aujourd'hui, on a quelques papiers qui tournent sur comment a été entraîné ChatGPT, combien ça a généré de CO2. Mais on manque de données quand même. Ce n'est pas très clair. Donc, on a besoin de faire ça. Et à la fin, on va avoir je pense qu'on va avoir une petite discussion sur, en fait, du coup... En fait, je consomme tant de CO2 pour générer cette réflexion que je pourrais faire par un homme. Et donc, en fait, comment j'arbitre entre les deux. Et c'est le sujet qu'on a beaucoup sur la consommation carbone, sur, en fait, pourquoi on consomme beaucoup de CO2, pourquoi on en produit beaucoup. C'est qu'on a oublié qu'on a des machines qui fonctionnent pour nous. Jean-Marc Jancovici, dans sa BD, Le Monde sans fin, justement, il explique que, en fait, un homme aujourd'hui, en fait, il utilise plein d'outils technologiques qui représentent en fait des hommes un peu esclaves qui bossent pour lui. Et donc en fait, on a cette abstraction qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc on a besoin de remettre un peu, de se réancrer un peu dans le réel et donc de mesurer pour comprendre qu'en fait, là, ça nous accélère notre réflexion. Mais en fait, si ça nous accélère notre réflexion, mais qu'on consomme énormément pour le faire, est-ce que vraiment ça en vaut la peine ou pas Et derrière, voilà, on tombe sur le sujet éthique. Si. Peut-être une autre question? Oui. Je me demandais comment pour éviter une standardisation, on a pensé en fait de fait finalement on a une espèce de source unique de vérité et souvent sur la manière dont on pose la question, ça peut nous dire des résultats différents, mais est-ce qu'il y a pas un piste un peu de rentrer dans un standard un petit peu comme on pense au démarrage de Wikipédia ou finalement le next d'aller sur Wikipédia et comment on peut se dire ok, on va faire un peu chaos et on va laisser une place à quelque chose qui va Ouais, je vais formuler comment on s'assure effectivement que on va pas vers une pensée ultra standardisée, on pense tous de la même manière et qu'on a encore des choses un peu divergentes, un peu dissonantes qui permettent d'agrémenter le débat, en tout cas, alors que finalement ces outils-là sont partir dans une direction. Et je pense que c'est une question hyper pertinente aussi parce qu'en fait, là, on arrive. En fait, là, historiquement, on avait plein de textes générés par des humains sur lesquels on a entraîné les algorithmes comme ChatGPT. En fait, là, dans le futur, on va avoir de plus en plus de textes qui ont été produits par des algorithmes. Et donc, potentiellement, tu as un espèce d'effet qui va s'auto-nourrir avec, en fait, l'algorithme. Il s'entraîne sur des trucs en fait, qu'il a produits lui-même. Donc, en fait, il va rentrer encore plus dans ses propres biais et ainsi de suite, avec une sorte de cercle vicieux. Donc, je pense que c'est un vrai point dangereux auquel il faut faire attention. Moi, ma conviction, mon espoir, c'est que il y aura toujours une sorte d'étincelle un peu humaine qui fera qu'en fait, il y aura toujours un peu cette authenticité, cette originalité qu'on n'arrivera pas à donner à l'outil. Moi, aujourd'hui, je trouve, en tout cas, quand j'utilise cette GPT, qu'en fait, il n'arrive pas à retranscrire ces choses-là, qu'il y a des choses quand même où il n'arrive pas à être plus original, plus punchy, plus authentique. Donc, j'espère que ça restera toujours un peu le cas. Peut-être que ça changera pour le futur même. Du coup, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, le fait d'éviter la pensée unique, pour moi, c'est une question de prompt engineering. En fait, c'est la façon dont tu vas poser ta question qui, pour moi, aura un impact sur le degré d'originalité, de pertinence. Par exemple, tu peux te dire, en tant que Elon Musk, que penses-tu de ce sujet? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? En tant que quelqu'un qui a vécu un an sous une cave, qui voit le monde pour la première fois,
que penses-tu de ce sujet-là? Pour moi, c'est une question de la façon dont tu poses ta question qui va impacter le degré d'originalité, de pertinence de ta réponse. Et pour aller encore plus loin, je dirais que tu peux donner en plus du contexte par rapport à ta question qui va lui aussi avoir un impact démesuré sur la qualité de ta réponse en termes d'originalité ou pas, quoi. Voilà. Je dirais contexte plus prompt. Ah, une autre question? Ouais. Pour rebondir sur cette question des prompts, Jonathan demandait à Victor il y a quelques minutes maintenant, est-ce qu'il y a eu des bonnes pratiques justement de standardisation de prompts proposés par les dirigeants de L'Oréal. Voilà. Chaque fois qu'un outil émerge, au début on a plein de manières de l'utiliser, et puis on finit par identifier une sorte de best practice. Et donc la manière dont on utilise cet outil devient standardisée. Donc pour les génératives AI, on parle de prompt. Si on arrive à une standardisation du prompt, est-ce qu'on va pas arriver justement à cette standardisation? D'accord, oui. Théo, tu m'as tué. Pour rebondir sur la standardisation, tout à l'heure, Jonathan, Victor, vous parliez de comment effectivement chez L'Oréal, il y avait peut-être une envie d'aller de faire une forme de standardisation de l'utilisation. Et finalement, c'est vrai que quand un nouveau outil émerge, assez rapidement, il y a ces best practices qui arrivent et qui finalement nous emmènent vers le fait de l'utiliser de la même manière. Comment, effectivement, est-ce qu'on n'est pas malgré tout en train d'arriver vers on n'arrivera pas un jour à faire une forme de standardisation de l'utilisation et à cause de ça, de la pensée? Alors, pour revenir sur ta question, il y a un truc aussi sur OpenAI qui s'appelle la température et qui peut faire varier le degré de créativité de ta réponse. Et du coup, ça peut être utilisé pour avoir soit un truc très déterministe où tu auras toujours la même chose, soit avoir un truc qui peut aller dans plein de directions. Donc ça peut jouer aussi. Mais pour moi, c'est pas forcément un problème à l'échelle de ton entreprise où t'as pas forcément envie que deux questions identiques donnent... Enfin, t'as envie que deux questions différentes donnent... Enfin, je vais la refaire. T'as pas envie que deux questions identiques donnent deux réponses différentes. Voilà. Donc pour moi, à l'échelle d'une entreprise, c'est pertinent d'avoir une bibliothèque de prompts qui sera partagée, mais pas forcément à l'échelle de tout le monde, quoi. Voilà. Moi, je pense que... Mais je partage un peu ton inquiétude, ton concern, on dit en anglais. Je pense quand même que... En fait, à un moment, ça va amplifier de l'humain, mais donc en fait, tu as une matière humaine qui fait que ça va être un petit peu différent dans tous les cas. Typiquement, moi, le truc que je pense, c'est que on a des ordinateurs maintenant pour jouer aux échecs, très très bien. On sait que même les ordinateurs sont meilleurs que les humains pour jouer aux échecs. Mais en fait, on continue à regarder des championnats d'échecs, des choses comme ça, parce qu'en fait, ils s'entraînent avec ça, mais fondamentalement, on a besoin quand même de retourner à l'humain à un moment. Et ce qui nous fait kiffer, c'est l'humain plus la machine, et pas juste en fait une machine qui fait les trucs à sa place. Donc j'espère en tout cas qu'on restera un petit peu sur du coup ce résiduel d'humain dans tous les cas qui est nécessaire et qui fait un petit peu diverger les choses et qui les rend un peu plus originales, un peu différentes à chaque fois. On va s'autoriser peut-être une dernière question. Oui. Par rapport à sujet acculturation, on a vite parlé un peu d'acculturation avec le COMEX. Et on est parti un peu sur des arguments de type, sur le gain de productivité, généralement positif, en fait, auprès de Vomex, qui accepte facilement la technologie. Le même lien, il en est complètement différent sur les équipes opérationnelles. Comment on fait de la culturation sur les équipes opérationnelles qui ont action qui est... Oui, donc comment on a parlé tout à l'heure de la culturation auprès du COMEX maintenant, mais comment on fait de la culturation pour les équipes de réalisation qui sont réellement opérationnelles et qui, effectivement, elles, sont peut-être... moins acculturé qu'on le croit. Pour moi, c'est le point un peu central de comment je fais de la conduite du changement quand j'ai un produit qui a de l'IA et a fortiori de l'IA générative. Pour moi, en fait, tu as vraiment deux types d'utilisateurs dans ces cas-là. Tu vas avoir les sceptiques qui vont vraiment être très très méfiants, un peu flippés de l'outil, et donc en fait, eux, ton enjeu, c'est de les embarquer. Et là, je pense qu'il faut être très transparent, il faut les prendre par la main, il faut investir du temps pour leur faire comprendre ce qu'il y a derrière dans la machine, un petit peu, et du coup, rendre ça un peu moins, dédramatiser un peu la chose. Et ton enjeu, c'est vraiment qu'ils utilisent un petit peu l'outil, qu'ils s'acculturent un petit peu comme ça. Mais donc, il faut beaucoup investir là-dessus. Et le deuxième type de personnes, pour moi, c'est les enthousiastes, où là, c'est un peu l'inverse. En fait, ils vont passer tout leur temps dessus, et puis en fait, ils vont peut-être appliquer à la lettre ce que va leur dire l'algorithme, et donc ça marche pour un algo classique, hein. Donc un peu moins sophistiqué, mais le machine learning, ça marche pour ChatGPT. Et là, justement, l'enjeu, ça va être de garder un peu cet esprit critique, cette lucidité, de dire c'est pas parce qu'un algorithme l'a dit qu'il faut le suivre à la lettre. Garde un peu, du coup, ta connaissance métier, ton expertise que tu as construite, qui a de la valeur, pour prendre les décisions à la fin, même si tu t'appuies sur lui pour t'aider à réfléchir.
J'entends que peut-être... J'avoue que j'ai pas la réponse. C'est vraiment, je saurais pas. Bah, c'est vrai que quand il y a des gens qui sont pas réceptifs, qui vont pas avoir envie de faire le truc parce qu'ils sont habitués, ils l'ont fait comme ça, bah, c'est difficile enfin, à part des formations, à part montrer le lien, c'est difficile, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment enfin, pour les boîtes créées après ou avant l'IA, il y aura, à mon avis, une vraie différence de productivité. C'est que les boîtes qui sont nées avec l'IA, elles se sont jamais posé la question de comment changer nos process pour les intégrer. Alors que celles d'avant, elles vont passer tout un temps de formation, d'expérimentation. Donc, en vrai, je sais pas. Désolé. On n'a pas la réponse à tout. Voilà, je comprends. On arrive à la fin et je pense que c'est celui-là qui s'appelle Eminent Sensei. Je pense que c'est l'esprit de synthèse. Si vous aviez envie que les gens qui nous ont regardés retiennent une ou deux idées importantes sur ce qu'on s'est dit, peut-être trois, qu'est-ce que ce serait selon vous? C'est sympa. Bon, moi, il y a deux choses. Donc, premièrement, on a vu donc l'IA générative notamment, elle a une accessibilité qui est énorme et c'est une vraie opportunité, c'est une vraie chance. Donc, il faut aller tester un petit peu, il faut aller essayer soi-même. Depuis plusieurs années, on parle quand même de data et d'IA, mais il y a 5-6 ans, pour faire de l'IA, il fallait installer le terminal sur ton PC, il fallait installer les librairies Python, il fallait coder. Fallait passer 20 heures sur Open Classroom parce que c'était compliqué et donc c'était pas accessible. Et là aujourd'hui c'est accessible, donc je pense qu'il faut en profiter, il faut l'utiliser un petit peu, tester, peut-être passer 10-20 minutes par jour. En plus on a des versions gratuites qui sont très très bien, donc voilà, il faut pas hésiter, tester un petit peu, c'est le premier point. Pour moi le deuxième aussi c'est que il faut essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est de la science un peu complexe et pas facile. Il faut essayer de faire un tout petit peu l'effort de se challenger pour aller un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière la machine. C'est pas parce que voilà, on conduit une voiture, c'est bien de comprendre un petit peu comment fonctionne une voiture quand on la conduit, même si on n'est pas mécanicien, même si on ne sait pas réparer un moteur. C'est bien de faire ça aussi sur l'IA générative et sur l'IA. Essayer un tout petit peu d'avoir cette compréhension de comment ça fonctionne, parce que ça va nous permettre d'éviter certains problèmes comme les biais, des choses comme ça. Donc voilà, des deux côtés en fait, utiliser et puis essayer un petit peu de s'acculturer, de comprendre ce qu'il y a derrière en termes de science. Très bien. Ça va pas être un petit peu. Je l'attends. La même en fait. Non, mais je sais pas, il y a un truc qu'on a peut-être pas trop parlé, juste les 2 dernières minutes. Ouais. Mais en vrai, à mon avis, comme les boîtes vont être de plus en plus powered by AI très vite, je pense que ça vaut le coup aujourd'hui, dès aujourd'hui, de tout documenter en fait, puisque ça va servir à nourrir un peu les futurs IA du futur, de demain quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet de structurer l'information dès maintenant en fait, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un process ou même l'enregistrer, les comptes rendus, enregistrer les meetings, etc. Puisqu'en fait, toute cette information-là va servir en fait à créer la future IA de votre entreprise et c'est elle qui va faire les roadmaps et c'est aussi elle qui va faire peut-être les recrutements et d'autres choses. Du coup, ça vaut peut-être le coup d'y penser. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer. On vous poussera, je ne sais pas comment, parce qu'il n'y a pas de chat, mais au moins le site de Jonathan, parce que vous allez voir des exemples de prompts dédiés qui peuvent être utilisés par des product managers. Super intéressant. Également l'article de Marty Gallen, on l'a pas mal cité, c'est quand même bien de citer ses sources. C'est donc le dernier Product Advance, et comme c'est le dernier de la saison, c'est aussi le moment des remerciements. Vous doutez bien que je ne fais pas ça tout seul, donc on va remercier Clara, Victorine, Johan, tout ça pour l'organisation, la communication, l'identification des sujets et des personnes qui viennent nous voir et de leur pertinence. Tout ça, c'est grâce à eux, donc on va les remercier. On va remercier également TAG pour toute l'organisation. Et puis, si par exemple ce live se fait sans problème de son, sans rien et tout, c'est grâce à Thomas. Donc on va aussi dire merci à Thomas. C'est lui qui a mis son veto pour que ce soit pas live, mais au moins on n'a pas eu de couac technique, donc merci. Passez un bel été. On se retrouve à la rentrée et d'ici là, profitez bien. À plus.